On va aller sur le chantier. Donc nous commençons la visite de l'usine d'Albioma avec le directeur des opérations Albioma Océan Indien, Pascal Langeron. Donc là on vient sur le site d'ABR2, donc c'est la première tranche qui va être convertie en fait 100% à la biomasse et qui est en plein chantier actuellement. Donc là on commence à, vous voyez, 4 grues qui sont en action sur la chaudière, qui est en exploitation. Hein. Et on est en train de raccorder les nouveaux équipements qui vont venir s'accrocher à la chaudière. Puis on va voir un peu plus loin tous les équipements qui sont déjà montés. Les 3 mois qui viennent en fait vont nous permettre de connecter les nouveaux équipements à la chaudière pour pouvoir brûler la biomasse à partir du mois d'août. Et la chaudière, elle est où? La chaudière, c'est tout l'équipement vert que vous voyez. D'accord. Donc la chaudière fait 45 mètres de haut, elle fait 10 mètres de profondeur. C'est un équipement sous pression assez volumineux. Ok. Et on en a 3 des comme ça, hein. On a 3 tranches Les ici. 2 autres sont là. Les 2 autres sont plus anciennes, c'est celles qui datent de 92, qui vont être aussi modifiées mais l'année prochaine, début d'année prochaine. Donc vous avez les 2 chaudières, les 2 turbines de vent, les 2 cheminées qui vont derrière, le système de traitement des fumées, donc qui nous permet d'abattre les oxydes de soufre. Donc là vous voyez là, tout ce que vous voyez en charpente galvanisée, ce sont les convoyeurs, enfin les structures qui vont porter tous les convoyeurs qui vont arriver de la nouvelle installation. Donc on a on a tout équipé à l'intérieur du site. Donc là c'est les micro-pieux qui portent la structure est en train d'être élevée et ensuite on aura des convoyeurs qui vont passer dessus. Là ce que vous voyez c'est les convoyeurs charbon. On va passer les convoyeurs biomasse et après on démontera les convoyeurs charbon. Parce que c'est différent, un convoyeur biomasse, c'est pas les mêmes volumes, c'est pas la... Et on peut pas, si vous voulez, si on avait fait charbon, tout arrêter, démonter, refaire bio, il fallait s'arrêter 1 an et demi. Là on s'arrête quelques semaines, donc on monte les équipements et après on déconstruira la partie charbon. D'ailleurs on pourra reconstruire quelque chose d'autre à la place du charbon. Là, toute cette eau qu'on a vu tomber, c'est pour faire de la vapeur d'eau, c'est ça? Non, là vous avez, sur une centrale classique, vous avez de la vapeur qui arrive d'un côté à très haute température, et pour qu'elle se détende et fasse de l'électricité, vous lui amenez une source froide. Et la source froide, c'est de l'eau qui tourne en circuit fermé. Vous amenez de l'eau à 30 degrés, elle se réchauffe à 37 degrés, on la ramène à 37, on la refroidit avec de l'air. Et ce que vous voyez sortir au-dessus, en fait, c'est de la vapeur d'eau, c'est la vaporisation de l'eau. Mais là, c'est de l'eau qui tourne en circuit fermé. Et risque de légionner l'eau, c'est le truc qu'on a dans toutes les Vous chaudières. avez des tours, il y a ce risque qui est présent. Donc il doit être surveillé et mesuré en permanence. On va passer par là. Donc là, on va vers les dômes de stockage. On arrive vers les fameux dômes où seront là, stockés les dômes, les poulets. le premier dôme qui est en train d'être fini d'être équipé, ce sera le premier dôme qui va être mis en service. Ici, vous avez du stockage d'azote qui est fourni par Air Liquide et qui nous permet, en cas de problème dans le dôme, d'inerter complètement le dôme. C'est-à-dire on supprime l'oxygène, on le remplace par de l'azote et ça évite tout risque de combustion. Donc c'est une protection des dômes. Là, on va voir l'intérieur, vous allez voir comment il a été fabriqué et puis comment va être stocké le produit à l'intérieur.
C'est ça, en extérieur, on voit comme un liner de piscine. Ah, vous allez voir sur le côté, il y a une coupe, là, les portes ne sont pas encore complètement terminées, on voit la coupe sur le côté. Donc, vous voyez, le dôme, c'est le liner, la membrane, une résine qui permet de rigidifier le dôme avant de faire le coffrage, une première couche, les armatures, et là vous voyez en bas vous avez 45 cm de béton armé, hein, et vous avez l'acier à l'intérieur. Et en haut vous avez beaucoup moins sur la partie haute. 15 cm en haut de l'épaisseur, c'est ça? À peu près 15 à 20 cm en haut. Donc le produit en fait arrivera par la petite trappe rectangulaire qui est en haut, là-haut, et il sortira par les trappes qui sont là-dessous. On l'extraira par-dessous. Et là ce que vous voyez ce sont des tables vibrantes. Vous voyez il y a des moteurs là, et en fait quand il restera plus que 20% du produit, au-dessus ça descend tout seul, quand il reste 20% qu'il est accroché sur les parois vibrent, tout ça, ça vibre, et ça ramène le produit au centre de façon à pouvoir le vider complètement sans être obligé d'intervenir à l'intérieur. D'accord. Ça c'est le premier dôme qui a été construit? Non, le premier c'est celui du port, ça c'est le deuxième. Ça. Oui, mais sur le site ici. C'est le premier sur le site, le deuxième n'est pas encore, il a 3 semaines de retard, enfin, de décalage par rapport à celui-là. D'accord. Et donc dans ces deux dômes, vous aurez la capacité de mettre là, pour par dôme, on aura 10 5 à 15 jours d'autonomie, ouais. Voilà, c'est ça, ça fera 10 à 15 jours sur l'ensemble des deux dômes. D'accord. Donc là, c'est tous les convoyeurs qui sont en train d'être montés. Donc le grand que vous voyez là-bas, on va s'avancer encore un peu. Le grand que vous voyez là-bas, c'est une fois que les camions auront déchargé la biomasse, le convoyeur viendra remplir les dômes, soit l'un, soit l'autre. Et après, on reprendra le produit par-dessous avec ces convoyeurs qui sont là et qui vont envoyer le produit dans les chaudières. D'accord. C'est le même convoyeur pour les deux dômes, il est mobile? Pour le convoyeur d'alimentation, en haut, il y a une répartition. Il y a un tapis qui fait soit l'un, soit l'autre. Et par contre, il y a 2 sorties par dôme. Les 2 sorties arrivent sur la même tour. Attention à vous. Vous voyez, là, c'est par là que vont sortir le produit. On peut descendre un peu. Bon, là, on est dans le dôme est dessous, sous les trémies, en fait. Voilà. Le produit va descendre et va être dosé là-dessous. C'est un chantier qui a duré combien de temps? C'est un chantier qui a démarré début 2021, donc aura duré à peu près 18 mois. Là, il y a 250 personnes encore sur le site qui travaillent sur la partie chantier, sur le site de Boiron. Et il sera livré là, on commence, attention à vous sur les marques. Je vois. On va démarrer une partie des installations à partir du mois de juillet-août. La totalité avec le deuxième dôme, c'est pour la fin de l'année. Mais par contre, on démarre à partir du mois d'août. Bonjour. On est assez content de ce qu'on a pu faire parce que c'est quand même des gros marchés. Et on a pu mettre en place un système où beaucoup d'entreprises réunionnaises ont pu capter les marchés, soit directement, soit en sous-traitance. Et les entreprises ont joué le jeu, donc c'est plutôt pas mal, même si dans l'Est c'est compliqué, plus compliqué que dans l'Ouest pour faire venir les entreprises, même locales. Et on a réussi quand même, les gens ont joué le jeu, on a quand même une bonne partie d'entreprises locales et d'emplois locaux sur ce chantier. C'est ça, on a un brevet américain pour la conception du dôme. Ouais. Mais en réalité, c'est les Réunionnais, les boîtes réunionnaises qui ont participé au montage, bon là c'est Sogea ici, récupère une partie de cette expérience, ça servira pour après. Ah oui, parce qu'on aura combien de dômes à la fin? Il y en a 4. Il y en aura 2 ici, 4 au port, il y en aura 2 aussi au Gol. Ouais. Et pour le Gol, on les construit à quel moment? Les travaux démarrent, mais ça sera l'année prochaine le principe. Il y a à peu près 1 an de décalage.
Donc on arrêtera de mettre du charbon dans les centrales dès le mois. En gros, fin 2023, on arrête les dernières tranches charbon Oui. et on redémarre début 2024 à la biomasse. Donc en fait, du charbon, on devrait s'arrêter bonjour, fin 2023. Alors, tout ça, c'est les nouveaux équipements. Et le bâtiment qui est derrière, là, c'est la zone de déchargement des camions, qui est la nouvelle. Donc les camions arriveront derrière. Ouais. Tout ce que vous voyez, le bâtiment qui est derrière, les camions reculeront et vont baigner directement dans ces équipements qui sont là-bas. Et après, il y aura reprise du produit, transfert, en fait, tous les équipements qui sont en train d'être. On a commencé à construire en pleine période Covid. Plus se rajoute le conflit en Ukraine. Donc on est sur des gros chantiers avec des grosses contraintes de logistique. C'est pas facile parce que le transport maritime est très perturbé depuis 1 an et demi. Donc s'assurer que les équipements arrivent, vont respecter le planning, c'est la grande gageure en fait de ces gros chantiers actuellement. D'accord, d'accord. Bon, au-delà des coûts, parce que bon, la logistique coûte plus cher que ce qui était prévu, mais c'est surtout le maintien du planning, s'assurer que les produits vont arriver. Il y a beaucoup de containers depuis 1 an et demi qui n'arrivent pas à La Réunion, qui sont soit posés à Maurice, soit posés ailleurs. Après, il faut aller les récupérer. Enfin, les compagnies les ramènent, mais souvent avec 5-6 semaines de décalage. C'est compliqué parce que, en fait, un élément, des fois, il vous manque un élément qui est en dessous. Vous ne pouvez pas monter la structure tant que vous n'avez pas reçu l'élément qui est en dessous. Mais bon, pour l'instant, le chantier tient son planning. Qui est au mois d'août, on fait les premières expérimentations avec les pellets. Au mois d'août, la chaudière qui est là, BR2, devrait commencer à fonctionner au pellet, en essai. L'objectif, c'est qu'elle tourne avant la fin de l'année. Et avant la fin de l'année, plus de charbon à Bois-Rouge. Sur la première, les deux autres sont début d'année prochaine. Donc en fait, c'est plutôt au mois de février, il n'y aura plus de charbon. Février 2023. Et hormis que ce soit une promesse environnementale pour respecter les accords COP21 et COP22 d'arrêter le charbon, concrètement, quel est l'intérêt immédiat? C'est moins polluant déjà, ça respecte un cycle. Donc en fait, vous êtes charbon, les gens ne se sont jamais posé la question du cycle du charbon. Là, on se pose la question à chaque fois qu'on approvisionne un produit, qu'il soit local ou qu'il soit importé, sur son empreinte carbone, sur cycle de vie. Donc c'est plus du tout la même démarche. Au-delà de ça, avec l'explosion des coûts des matières premières aujourd'hui, pétrole, charbon, on disait il y a 2 ans que la biomasse était beaucoup plus chère que le charbon. Aujourd'hui, tout compte fait, la biomasse est arrivée au prix du charbon. Elle n'a pas augmenté en prix, mais par contre, les matières premières type pétrole et charbon ont explosé ces 3 derniers mois. Donc ça devient compétitif. Donc, s'il n'était pas il y a 2-3 ans, le devient aujourd'hui. Et en plus, c'est plus des énergies fossiles. Donc on franchit le pas parce que presque le contexte international a fait que les matières premières ont fortement monté. Elles vont sûrement rebaisser, je l'espère. Mais malheureusement, elle ne reviendra pas au niveau qu'on avait ces dernières années. Ça va rester à des prix. On peut le penser. D'accord. Et en termes de pollution pour l'environnement immédiat, le charbon, on peut avoir des émanations de soufre qu'on ne trouvera pas sur la biomasse, c'est ça? Ouais, c'est un des polluants qui est un traceur du charbon et d'autres produits carbonés comme le fioul, mais là, il n'y en a pas dans la biomasse. Il y a beaucoup moins de cendres aussi dans la biomasse, il y en a presque 8 fois moins. Donc on a beaucoup moins de résidus à traiter, donc ça a d'autres qualités aussi la biomasse. Et on voit derrière un bout de la sucrerie, quoi. Ouais, alors là c'est encore la centrale. Là c'est les tranches 1 et 2 de Bois-Rouge, d'Albioma Bois-Rouge. La sucrerie est encore derrière en fait. D'accord, on ne la voit pas d'ici. Donc là c'est toute la chaudière, la première qui va être convertie. On va essayer de passer dans le réacteur dessous. Je sais pas pourquoi ils ont mis une barrière, on va passer mais j'aime pas trop. Je reste derrière vous. Ouais. Attention à la chaîne.
En fait, là, on est au pied de la chaudière. Le four est juste derrière, là. On est à 1300 degrés derrière. Ah oui, oui. On doit pouvoir regarder par l'arrière, là. Voilà. Vous restez là, je vais ouvrir, là. D'accord. Je vous propose, vous refaites le tour comme moi, vous venez là. Je sais pas si vous allez pouvoir filmer, mais regardez, vous voyez le charbon qui brûle là. D'accord. Ça brûle comme une coulée de lave en fait, on fluidifie le charbon. Vous voyez? Voilà. Là, voilà. D'ailleurs, là il est quoi? Il est 11h du matin ou quelque chose comme ça? Ouais. On a une heure où il y a une forte demande sur Bois Rouge. Ouais, la consommation, ça dépend de l'ensoleillement. Quand il y a beaucoup de soleil, on tourne un peu moins. Ouais. C'est la production solaire. Mais c'est la montée du matin de 6h à 9h parce qu'il y a le soleil qui arrive. Les centrales solaires n'ont pas encore démarré alors que la consommation de l'île est montée. Donc on monte, on stabilise dans la journée en fonction de l'ensoleillement et on remonte le soir après la pointe. Enfin, pendant la pointe, quand il n'y a plus de soleil. Donc on compense un peu la production solaire. Attention à vous là. À aucun moment ça ne s'arrête ici. Alors ça s'arrête, soit EDF, si EDF nous dit qu'il faut s'arrêter pendant quelques jours parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ouais. Ou alors, normalement, on s'arrête 3 semaines par an pour faire les révisions. Attention à vous. Et vous m'avez dit il y a 250 personnes qui travaillent pour la construction des dômes, mais la centrale thermique de La Bois Rouge, centrale, elle emploie ici, vous avez 85 salariés. Oui. En fait, bon, les gens tournent, hein, mais la nuit, vous avez 6 personnes pour faire tourner l'ensemble du site. Toutes les 8 heures, il y a une équipe qui est changée. Vous avez à peu près la moitié en exploitation qui font les 3-8 et la moitié pour faire l'entretien sur les 80. Mais il y a à peu près autant d'emplois en maintenance directe, sous-traitance. En gros, il y a à peu près 180 personnes qui travaillent sur ce site, entre les emplois directs et indirects. Là, pour le chantier, il y a 250 personnes, mais on va encore monter en pic. On s'arrête dans 3 semaines pour accrocher les équipements à la chaudière. On redémarrera à partir du mois d'août. Et là, ça va monter un peu en intensité parce qu'il y a beaucoup de travaux qui vont se faire dès la fin du mois. D'accord. Et sur le Gol, on est à peu près au même effectif. C'est les deux mêmes centrales. Regarde par où on va sortir. Donc ça, c'est les tranches de 91 qui vont être aussi converties en début d'année prochaine. Et vous me disiez hier, l'arrivée du fonds américain KKR, c'est tout simplement qu'ils ont vu le fonctionnement d'Albioma et ils vont pas tellement influer sur votre façon de faire depuis que vous existez. Ben non, enfin, je pense que c'est un peu le propre des sociétés qui sont cotées en bourse hein, et qui n'ont pas un gros actionnaire de référence, donc on est captif. Et mais je pense que les gens, enfin, ce que l'on a compris de l'offre KKR, c'est que les gens valident un peu la stratégie d'Albioma, son implantation hein, dans les départements d'outre-mer et son développement à l'international. On peut penser c'est qu'ils vont ils vont accompagner l'entreprise pour accélérer son développement international. Ça va Jean-Claude? Ouais, ça va. On a vu le boss hier soir. Quel boss? Moi? Moi? Où ça? Paris. À moi? Oui, on Mais était t'étais à en- Paris, non? On était, non, En visio? En visio. Ah, c'était hier? C'était hier soir. Hein. D'accord. Je savais pas que c'était hier, mais tu vois. Ah si, j'ai eu un mail là-dessus. Oui, attends, tu es là. Ça va, c'est bien passé? Je suis en train de filmer, Ouais, faut pas ça dire s'est bien passé. faut pas dire le secret. Vous êtes représentant syndical ou...
aussi, élu aussi. D'accord. Au courage. Merci. Voilà, donc là vous conduisez, ici on conduit l'ensemble de l'installation, donc les 3 groupes. L'installation est automatisée, donc en fait toutes les informations, les événements qui se passent sur le site, en fait ça revient ici en salle de conduite. Ouais. Et on a un opérateur en permanence 24h/24 ici, qui reste lui par contre en fixe ici, et qui est en liaison en talkie-walkie avec les équipes. Je vous dis, la nuit, il y a 6 personnes, avec le conducteur de la salle de commande. Donc on conduit l'ensemble des groupes. Alors aujourd'hui, on est au numérique, donc il y a énormément d'écrans, mais à l'époque, quand on a construit ces usines, il y avait 2 ordinateurs pour les exploiter. Qu'est-ce qu'on doit faire attention ici? Qu'est-ce qu'il faut La priorité, c'est d'assurer la production d'électricité. Donc en fait, on reçoit des consignes d'EDF téléphoniques. Donc à chaque fois qu'il faut faire bouger la puissance, ils nous appellent. On modifie et puis on s'assure qu'en fait, on tire droit en fonction de la puissance qui est demandée. Les groupes peuvent participer s'il y a un incident sur le réseau. C'est-à-dire que les groupes, sans intervention humaine, peuvent participer pour aider à passer un défaut quand il y a un à-coup sur le réseau, un coup de foudre, un truc comme ça. Et après, c'est de s'assurer, une fois que l'événement est passé, que les groupes se remettent dans une position normale. Et puis après, il peut y avoir des événements, un arrêt d'alimentation, un dysfonctionnement. Et donc, c'est aux opérateurs d'analyser. À chaque fois qu'il y a une alarme, il y a un incident qui se produit, un événement, il y a une alarme sonore avec sur un bandeau lumineux le message. Donc, vous voyez, il y a des messages. Là, il y en a une qui vient d'arriver, une alarme. Et l'opérateur analyse s'il y a une intervention. Voilà, on a entendu l'alarme. Hein. Ce n'est pas obligatoirement très important, mais c'est toujours le même son. Mais au moins, ça permet à l'opérateur de regarder l'endroit si ça nécessite une intervention. Une alarme, c'est quoi? C'est un réseau qui a été cassé par une Non, branche, non. En fait, ça peut être juste une vanne qui s'est ouverte ou fermée normalement, mais on reçoit l'information. Oui. D'accord. Après, ça peut être aussi un événement un peu plus important, mais c'est juste pour dire il y a quelque chose qui vient de changer dans les 5 minutes et je vous dis où c'est qu'il a eu lieu. Et l'opérateur analyse s'il a besoin d'intervenir ou pas. C'est l'exploitation normale. Voilà. Parce que je crois qu'il était arrivé des gros coups de vent qui avaient cassé des lignes à haute tension. Et en période cyclonique, c'est sportif. En période cyclonique, tous les groupes tournent. Donc, pendant les 2 épisodes cycloniques, Batsirai, et notamment le premier Batsirai, les groupes ont tourné. En plus, ils ont tourné pendant 4 jours, parce que le confinement a duré assez longtemps. Depuis le mercredi jusqu'au samedi soir, jusqu'au dimanche. Et on est resté confinés avec les équipes. Et les équipes ont tourné avec nos stockages de charbon internes. Et là, par contre, le réseau a été très chahuté. Alors, il a plutôt bien tenu. Le réseau HTB, donc les lignes sont de 3000 d'EDF, ont bien tenu. Et les moyennes de production ont bien tenu. C'est plutôt le réseau 20 000, donc d'alimentation des villes, qui a souffert, qui a généré un peu de coupures et pas mal d'incidents, la montagne, dans les hauts de la plaine. Mais il y a du tampon, mais par contre, les moyennes de production bien tenues. Mais par contre, on voit le réseau très très chahuté, ce qui est normal. Et tout est interconnecté. Ici, tout est interconnecté, c'est-à-dire les électrons, on ne peut pas les flécher. Et ceux qui sont produits ici vont aussi bien à Saint-Pierre que. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'en termes de répartition, les moyennes de production sont plutôt dans le nord et l'est. La seule unité qui est dans le sud, c'est l'unité du Gol. Donc, et la consommation, depuis ces 20 dernières années, s'est plutôt développée dans le sud. C'est le sud qui s'est développé. Et donc, la consommation a augmenté dans le sud, avec seulement pour l'instant 2 moyennes de production de base, la centrale du Gol et l'attaque de Saint-Pierre qui tourne quelques heures par jour seulement. Donc en fait, c'est des éléments qui sont plus sensibles parce que ceux-là, s'ils étaient indisponibles et que ce ne soit pas prévu, ça veut dire qu'une grande partie de la production doit être transférée du nord vers le sud en passant par les lignes. Voilà. Mais sinon, c'est un réseau qui est bien maillé. Et la turbine, vous dites, elle tourne que quelques heures par jour. Elle tourne à la pointe. C'est une électricité qui coûte plus cher que. C'est une électricité qui coûte plus cher. Donc c'est un moyen de pointe. C'est un moyen qui démarre en 7 minutes. C'est-à-dire que s'il y a un incident sur le réseau, il la démarre et elle vient secourir, elle vient remplacer un groupe qui est tombé en panne. Donc c'est le groupe qui démarre le plus vite sur le réseau. Et en plus qui est télécommandable à distance. C'est-à-dire que même si on n'est pas sur le site, EDF appuie sur un bouton et la machine démarre. D'accord. Donc elle est pilotée à distance. Mais c'est un groupe qui est un peu plus cher en termes de production, donc qui tourne à la pointe, qui tourne quand il y a des épisodes sensibles, très fortes, très peu d'hydraulicité ou pas de soleil par exemple. Il peut y avoir 2-3 jours sans soleil, il y a des groupes il faut faire, les gens consomment quand même. Voilà. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.